Bonsoir et bienvenue dans Sport 10, votre magazine sportif qui traite de l'actualité sportive du département. Nous sommes donc de retour en plateau avec plaisir pour vous retrouver bien sûr avec les événements sportifs à venir sur le département. Donc ce soir nous allons parler donc de l'accompagnement de la région justement dans le sport et puis avec cette reprise également en perspective des activités physiques. Et pour donc parler de cet accompagnement, j'ai le plaisir de recevoir Harry Méfond, qui est donc directeur des sports à la région. Harry Méfond, bonsoir. Bonsoir. Et donc ce soir, nous parlerons également de cet événement cyclisme qui a lieu donc ce week-end en Guadeloupe, donc premier événement depuis long moment justement avec donc ce Grand Prix du Conseil départemental. Et donc on retrouvera Pascal Abattant, notre envoyé spécial, bien sûr notre spécialiste même cyclisme ici à Canal 10, justement sur les routes de ce prologue pour justement faire un point sur première soirée du trophée de ce Grand Prix de la Coupe du Conseil départemental. Voilà, tout à l'heure on le retrouvera. On va commencer bien sûr en faisant un petit point sur la situation après la conférence de presse du préfet ce mercredi. Sachez qu'au niveau de la pratique sportive, l'autorisation donc a été donnée, une autorisation donc au comité de cyclisme pour pouvoir organiser donc des compétitions sur la voie publique. Et donc le préfet a précisé que d'autres autorisations peuvent être attribuées, mais il faut en faire la demande. Donc les établissements sportifs couverts ne peuvent toujours pas recevoir de public. Et pour les mineurs, les activités physiques et sportives peuvent être organisées en plein air pour les accueils collectifs de mineurs et les centres aérés. Voilà, donc toujours. Et puis les choses aussi, les salles de sport, ont aussi réouvert leurs portes. Donc possibilité de pratiquer en salle avec bien sûr application du pass sanitaire. Voilà, avant d'aller du côté donc de Jarry et de Pascal, avec qui on fera le point tout à l'heure, je me tourne vers Harry Méfond. Donc la région donc a lancé son accompagnement avec les ligues et comités comme chaque année. Donc cette année encore de nouveaux contrats d'objectifs ont été signés. Donc aujourd'hui c'était donc la journée pour que donc ces ligues et comités puissent venir signer justement donc leur convention. Est-ce que vous pouvez nous présenter donc ce dispositif pour cette année? Tout d'abord, bonsoir, c'est le contrat d'objectif, c'est un document majeur qui accompagne l'ensemble des ligues et comités, de 42, plus de 52 ligues et comités. C'est-à-dire que c'est un document qui conventionne les relations que nous avons avec les ligues et comités, c'est-à-dire que c'est un document assez important qui décline le projet de la ligue et comité, qui en fonction de beaucoup d'indicateurs de performance pour voir un peu les nombres de licenciés, l'emploi, toute leur politique qui concerne le sport, que ce soit les licenciés, le nombre d'activités, la détection, les compétitions, les projets qui sont autour du sport et qui nous permet de pouvoir mettre en place un contrat et surtout donc une subvention d'accompagnement de ces ligues et comités dans leurs projets sportifs. Donc c'est un document majeur et un temps relativement fort qui donne aussi le sens de l'accompagnement régional, c'est-à-dire tout ce qui va dans le sens des projets du développement de la pratique sportive dans tous ces domaines, notamment celles qui sont portées par les ligues et comités. Donc cette convention court pour l'année qui vient de s'écouler, ou du moins une partie des actions doivent être menées sur cette saison et la saison prochaine. Comment justement les projets s'articulent sur la saison? Tout d'abord, c'est un document qui est demandé très tôt au niveau des ligues. C'est vrai que s'il n'arrive que maintenant, c'est-à-dire que le traitement est relativement long en fonction des arrivées, je dirais,
des ligues, l'ensemble des ligues et comités. Donc c'est tout un projet qui est mis en place. C'est un document qui est envoyé depuis janvier, il faut bien savoir, que nous recueillons, que nous analysons et qui met en place, qui décline justement les actions que font les ligues et comités à travers. Alors c'est vrai que cette année, il y a eu, puisque ça a été fait suite à les nouvelles élections des changements de membres, donc beaucoup de changements de bureaux, de politique même sportive. Donc ça a été aussi le moment de connaître, de voir un peu. Ce matin, justement, on a signé, on est venu avec l'ensemble des services de la collectivité régionale pour échanger sur la compréhension de ce contrat, voir un peu comment c'était un moment très important pour avoir aussi une relation, pas seulement une relation physique, pour comprendre aussi ce qui se fait, et pour qu'on aille aussi avec les présidents de ligue, certains sont venus avec leurs trésoriers, pour voir aussi comment se gère, comment se conçoit aussi la gestion du ligue comité à travers aussi deux grands axes au niveau du financement, les soins dans les secteurs de fonctionnement et aussi les secteurs d'investissement qui montrent aussi ce que la collectivité régionale attend dans ce qu'elle veut financer, pour bien montrer aussi aux ligues et comités qu'il y a des actions qui se déclinent avec des actions de fonctionnement et surtout d'investissement, puisque l'investissement est aussi très important concernant la structuration du sport guadeloupéen. Justement, ça fait 2 années où la situation est effectivement un peu complexe pour ces ligues et comités. Comment vous, dans l'engagement, justement dans ces contrats d'objectifs, comment vous arrivez du coup à accompagner au mieux? Parce qu'on sait que les difficultés sont présentes, même que ce soit un nombre de licenciés pour un peu toutes les activités sportives. Donc du coup, est-ce que les projets qui sont proposés sont toujours en adéquation avec la situation actuelle, ou effectivement on sait que c'est très très complexe pour les différentes structures qui accompagnent le sport aujourd'hui? Tout d'abord, un positionnement, le sport est une compétence partagée. C'est-à-dire que normalement, le sport peut être partagé à travers divers secteurs d'institutions, que ce soit l'État, les collectivités territoriales, la collectivité régionale, la collectivité départementale, et aussi l'ensemble des EPCI, et l'État, bien entendu, et aussi le secteur privé qui doit aussi mettre son jeu. Donc la part que la collectivité régionale se fait dans ce contexte. Cette année, dans le cadre des contrats d'objectifs, on a essayé, d'abord, on a envoyé un questionnaire sur savoir comment les ligues et comités ont vu la pandémie, puisque ce n'est pas non plus simple. On a demandé de voir à travers un questionnaire relativement très très simple, de 10 questions à peu près, et les résultats ont montré que les ligues et comités disaient que ce qui allait être le plus touché, c'était donc la perte de licenciés, la perte de licenciés, la perte de partenaires, et aussi les capacités, les conditions de pratique, c'est-à-dire l'impossibilité de faire des compétitions. Donc ils ont été très touchés dans leur aspect de leur activité propre, c'est-à-dire qu'on a bien vu que l'activité en tant que telle, c'est ce qu'ils disaient. Après, ils ont vu beaucoup plus loin en termes de réponses concernant l'emploi. C'est ce qu'on avait demandé. Donc ça a été aussi un détail assez important, qui montrait bien qu'il y avait, selon les dires, les retours qu'on a eus, une perte d'activité manifeste, une perte de licenciés. C'est un peu le ressenti qui fait aussi que par rapport à ça, ça a été un point de départ pour voir de quelle manière le secteur sportif des ligues comités a été touché de manière comme ils ont été vécus. Et c'est vrai que ce matin, on a pu voir aussi ce qui était aussi important, c'est à travers les projets, et ce qu'on peut observer, c'est que quand bien même qu'il y avait ces remarques qui avaient été faites, les comportements étaient plus ou moins les mêmes, c'est-à-dire qu'on ne voyait pas tellement changer à travers les projets, les actions, toujours encore faire des compétitions, alors que c'était vraiment un moment peut-être de repenser le mode compétitif, repenser la réorganisation à travers peut-être des investissements, et on voit quand même qu'on continue à faire, c'est pas ce qu'on a vu, et ce qu'on a un peu discuté ce matin lors des retours des conventions, on a vu aussi émerger certaines ligues et comités
était en mesure de proposer des nouvelles offres de pratique, et c'était quelque chose d'assez intéressant, et qui montre aussi la relation et la compréhension plus fine qu'on a avec. Alors c'est vrai que ces contrats d'objectifs, c'est dans ce sens, bien comprendre ce qu'on fait, aussi rendre des comptes, puisque nous avons à gérer des fonds publics, et aussi à travers l'ensemble des acteurs qui sont dans le sport, que ce soit l'Agence nationale du sport, à travers les DRAGES, l'État, les différentes collectivités, bien voir un peu à quel degré, comment ils sont accompagnés, et aussi le monde fédéral, puisque ce qui avait été demandé, comment les fédérations nationales, puisque les ligues et comités sont des représentants des fédérations nationales, comment ils sont accompagnés. Et c'est un peu cette discussion qu'il faut voir à travers tout ça, donc le positionnement des uns et des autres. Et ça a été assez intéressant, très très riche. On a pu échanger sur des nouvelles formes de pratiques qui sont mises en place, et ça pourra mieux nous préparer pour les contrats d'objectifs 2022. Merci Harry Méfond. On revient tout à l'heure donc avec vous sur justement le sport et la région. On va tout de suite se diriger du côté de Jarry, pas loin de nous, où on retrouve Pascal Abattant, qui est donc sur le prologue de ce Grand Prix du Conseil départemental. Pascal, bonsoir. Bonsoir Séverine, est-ce que vous me recevez Séverine? Alors Pascal, justement, ce Grand Prix du Conseil départemental qui débute donc ce soir. Donc vous êtes au cœur du prologue. Alors est-ce que vous pouvez donc déjà nous livrer vos premiers sentiments justement au lancement de ce Grand Prix? Très bien, mais j'imagine que vous m'entendez parfaitement ici, Séverine. Eh bien, nous sommes sur ce premier départ pour cette 18e édition de ce Conseil départemental. Un peu plus de 7 coureurs qui ont déjà pris le départ ici pour l'instant. Alors je rappelle encore une fois que vous connaissez, toutes les personnes qui se un trouvent Briavienne dans la qui est bulle excellent ici dans à l'arrivée cet exercice devez passer par le stand 2 minutes sanitaire, et s'il vous plaît. 49 secondes. Nous Prise de sommes température, permettez à sauver les c'est gens avec justement monsieur toutes les personnes qui sont là. Daniel Veuillez Delac, passer le président le de la contrôle sanitaire, s'il vous plaît. sport au sein du départemental. Journalistes, C'est important pour vous, accompagnants, Dulac, les personnalités. conditions aujourd'hui, ce que nous vivons. Au départ, on va pas revenir en là-dessus. C'est important pour vous 197, de non plus, faire cette manifestation. Il ne fallait pas attendre. seul préfet, Il était très important de 192, Daldarim, SC40, 180, contingent US Vélo, 169, Royaume US, déjà simplement pour la population, les pilotes sont au départ, 197, non plus, la vie doit reprendre. On avait sur notre plateau Laurent Lambert, responsable de la sécurité, ainsi que le président a fait des balles sur le plateau. Il parlait donc 179, Vas-y, il parlait d'exemple. On avait sur le plateau Félix Tourbal d'exemple. Non, l'exemple, il faut la donner, c'est vrai. Le conseil départemental soutient le au début, 180, contingent US Vélo, parce que dans ces conditions, actuellement, 179, et anxiogène, il faut absolument que les Guadeloupéens sortent de ces situations. Et le conseil départemental a pris 150, et on s'est dit que c'était peut-être le moment de relancer le sport à travers le cyclisme. On sait que le conseil départemental œuvre beaucoup pour le social. Une pensée quand même, pour ceux qui ont été touchés de cette Covid et ceux qui souffrent aujourd'hui dans leur chair et des coureurs qui ne peuvent pas prendre le départ. Vous avez pensé un peu à tout ça. Meilleur temps provisoire, c'est bon pour Damien Purcell, 2,49, 70. Qui ont été touchés par le Covid. Et d'ailleurs, dans le peloton, il y a certains éléments, certains cyclistes qui ont été touchés par ce Covid-là et qui ont quand même pu reprendre la compétition parce que leur santé le leur permettait. Et pour les autres, on leur souhaite un bon rétablissement. Et surtout, si vous voyez, si vous voyez le soir, ceux qui nous entendent, c'est très important qu'à un certain moment, nous recommençons à vivre normalement. Donc, le conseil départemental a pris avec le comité de sécurité de relancer le cyclisme aussi du Tour de la Guadeloupe qui va se dérouler en fin du mois d'octobre prochain. Voilà, un petit mot sur le Tour de la Guadeloupe. Mais sur le Tour de la Guadeloupe, comme on a commencé avec le comité régional de cyclisme, donc ça c'est un galop d'essai, la bulle sanitaire est un galop d'essai, puisqu'il faut que ce soit le staff technique, les cyclistes, il faut qu'ils puissent présenter le pass sanitaire pour pouvoir accéder à la compétition.
Donc c'est un galop d'essai. On est bien entendu sous les feux braqués des services de l'État. Il faut qu'on puisse montrer Samuel Paulin, le 243, réalise 3 minutes 19 secondes et 30 centièmes. 3 minutes 19 secondes et 30 centièmes. Merci beaucoup, Samuel Paulin, Dulac. Et au départ, donc, nous avons, merci, on rappelle que vous êtes la présidente, donc le top départ pour Funley Boyau, qui s'élance sur ces 2 km 500. Vous voyez donc un petit peu l'ambiance ici, c'est vrai, avec les coureurs qui partent de 1 à 1 minute. Pour l'instant, le meilleur temps est à mettre à l'actif. Donc, eh bien, vous savez, de Damien Diosel, voilà en tout cas ce qu'il fallait retenir ici, en espérant bien évidemment que le son ne nous a pas fait défaut. Non, on vous entend bien, Pascal. Justement, je voulais profiter pour poursuivre justement et vous dire, donc, ces équipes tout de même engagées sur ce Grand Prix, elles sont toutes présentes entre ce qui a été présenté, en tout cas en liste d'engagement et ce soir. Est-ce que donc les 59 coureurs engagés sont bien présents également? Et dites-nous si vous pouvez aussi nous préciser les étapes à venir, comment justement ce Grand Prix du Conseil départemental va-t-il se dérouler? Très bien. Bien pour les 16 formations, elles ont répondu présentes. 59 coureurs, on l'a dit, donc le coureurs puissent bien se mettre derrière la ligne de lancement. Mais pour vous dire que demain, eh bien c'est vrai, le départ sera prévu à 13h, pratiquement dans les conditions même des étapes du Tour cycliste de la voie. Donc, à partir de 13h, nous ferons un circuit, au départ, petit à 150 km, vers Sainte-Anne. Pas de grosses difficultés quand on on a souvent tendance à penser aux dénivellations, c'est-à-dire au relief, pas de fort relief, en tout cas, sur cette première partie. On rappelle que le conseil départemental sera disputé sur 2 week-ends. Top pour coureurs de l'Excelsior. Donc sur 2 week-ends, c'est le prochain week-end. 2 minutes 49 secondes et 79 centièmes. Là, il aurait dû donner entre guillemets. En tout cas, pour votre gouverne, il y a pas mal de recours, malgré les problèmes que nous avons connus encore. Je ne serais pas tenté de dire si ça se a posé quelques questions, mais en tout cas, il y a des clubs qui ont profité, malgré cette période de crise, eh bien, de faire venir des coureurs, notamment, je crois que c'est Julien, c'est ça? Oui. C'est Julien. Salut Julien, tranquille. Nouvelle recrue pour la CCD, c'est ça? Oui, juste arrivé. Présentez-vous rapidement. Julien Perrage, au Paris Cycliste Olympique, en 2e division. J'ai rejoint Boris depuis le mois d'août. Voilà. Alors, vous avez failli devenir professionnel, hein, c'est ça? Oui. Voilà. Vous voyez, donc c'est des bons morceaux. Donc, je vous le disais, hein, donc, malgré ces conditions que nous avons connues ici en Guadeloupe, il y a des clubs qui ont œuvré toujours concernant les recrues. Nous avons donc Julien que vous aurez certainement l'occasion de voir, parce que c'est une grosse mesure sur le plat. Je salue Roger Claire, un coureur que vous connaissez aussi dans le basket. Le nom et le prénom. Jean-Jacques Kelly, c'est vrai, je sais que tu connais donc Jean-Jacques, mais lui c'est pas un basketteur, c'est simplement Jean-Jacques Kelly, c'est vrai qui te salue. Voilà un petit peu, c'est vrai. Il y a des recrues, il y a des Vénézuéliens, il y a des Colombiens, c'est vrai. Alors, ce que je peux vous dire, c'est soyez au rendez-vous dès demain soir à partir de 21h pour la rediffusion, pour la diffusion de l'étape de demain. Ce soir, ce sera à 21h pour ce prologue. Et dimanche, ce sera donc à 20h30 pour celles et ceux qui, bien évidemment, n'ont pas cette possibilité de se rendre. Parce qu'on l'a dit, c'est complètement à huis clos. Et avant de vous quitter, je vais vous montrer comment ça se passe, justement, le départ et la préparation logistique. Parce que oui, il faut aussi peser les vélos. Il faut que les vélos soient aux normes. 173, Bouta Joseph Idriss, UBMG. Au départ, Jean-Jacques Kenny, KPDL, Dossard 198.
Et par rapport à l'inclinaison, tu vois, il y a 10 cm. Et moi, je pense que moi, je n'ai pas le niveau. J'ai l'impression que ça fait. J'ai l'impression. Voilà, c'est le vélo qui est passé complètement au peigne fin par les, par les commissaires. Madame Permal qui est là. Voilà. Bonsoir Madame Permal. Très rapidement, un petit mot. Ça se passe comment justement pour la pesée? Là, il faut que... Au départ, Dossao, 193, Vitesse Barrera, ASC Cara. Je prépare, Dossao, 186, Karen Gilles, USL Vélo. 180, l'automne Raphaël, USL. 173. Voilà. Merci Madame Permal. Voilà Séverine. Salut, on salue Evelyne également qui est là. Voilà Séverine. Ce qu'il fallait en tout cas que vous sachiez sur cette ligne de départ. Ça se passe bien pour l'instant. Et souhaitons et gageons bien que ça se termine aussi bien après donc le dernier passage pour ce 59e cours. Voilà, merci en tout cas Pascal, et puis donc bon courage pour ce week-end vélo, hein, bien sûr. Pascal a donné les horaires donc de diffusion. Vous pourrez bien sûr comme d'habitude suivre cette compétition sur Canal 10 donc dès ce soir à 21h pour ce prologue qui est en train de se dérouler, et puis samedi et dimanche pour les deux autres épreuves que vous pourrez suivre également en intégralité sur Canal 10 à 20h et 20h30 pour le dimanche. Voilà, donc un petit rappel, donc 59 coureurs engagés, hein, comme vous le disait Pascal tout à l'heure, 16 équipes, dont notamment Cédric Locatin, Boris Carène, Nari Lutin, Kendrick Clavier, les frères Ursel, Collins Phaeton, Edwin Sanchez, Enzola, voilà des noms que vous connaissez bien et qui sont donc de retour dans le paysage sportif guadeloupéen et qui se préparent également, parce qu'on le sait bien que ce Grand Prix du Conseil départemental est un peu une répétition pour le Tour de la Guadeloupe qui se profile justement à Rimefond à la fin du mois d'octobre. Justement, la région aussi, c'est un événement sportif qui est fortement accompagné par la région Guadeloupe. Donc, est-ce que c'est important aussi qu'on puisse justement faire ce tour de la Guadeloupe ? Tout d'abord, vous savez, quand on accompagne à hauteur de 914 000 € les ligues et comités et 100 000 € le tour de la Guadeloupe, c'est que bien qu'il est important d'apporter sur le plan purement, je dirais, financier, mais bien au-delà de ça, je crois que le Tour de Guadeloupe est aussi d'abord l'épreuve la plus ancienne, sportive la plus ancienne de la Guadeloupe. Elle fait la partie au patrimoine guadeloupéen. Et c'est aussi un moment où la Guadeloupe aussi, je dirais, se rassemble. Je crois que la Guadeloupe a beaucoup besoin d'être rassemblée autour d'un événement qui fédère. Ça, c'était aussi le rôle d'un événement comme le Tour de la Guadeloupe. Et il est important aussi que le sport montre aussi l'exemple, je dirais l'exemple dans le fait qu'elle est là pour aussi se focaliser sur un événement bien précis, fédérateur. La Guadeloupe, on reverra quand même du sport, puisque le sport avait carrément disparu des paysages de la Guadeloupe. Et c'est aussi un exemple, il faut aussi féliciter ce qui a été aussi le cas quand on a rencontré les ligues comités, toutes les ligues comités qui ont pu, quand bien même les conditions difficiles, ont pu organiser des championnats et aussi perdurer les compétitions. C'est quelque chose d'important. C'est aussi, ça montre aussi le dynamisme du sport guadeloupéen, le dynamisme du cyclisme, mais aussi le sport qui reste le sport le plus populaire de la Guadeloupe. Et donc il est important aussi pour l'ensemble de la population que les événements aussi perdurent et ne disparaissent pas. C'est aussi une date assez importante puisque c'est le 70e anniversaire du Tour de la Guadeloupe, et le fait qu'il n'a pas été couru l'année dernière dans les conditions qu'on sait montre réellement ces difficultés, le sport a beaucoup pris sur son compte. Et là, le fait de relancer le sport à travers un événement comme les 70 ans du Tour de Guadeloupe est un événement qui aussi, symboliquement, c'est très important. Et ça montrera aussi que le sport donnera aussi un exemple pour redynamiser les corps, redynamiser les hommes et surtout rassembler les Guadeloupéens autour du Tour de la Guadeloupe, puisque c'est depuis 1948, c'est un événement qui a scandé le temps sportif, la vie guadeloupéenne. Je pense qu'il n'y a pas un d'entre nous qui voit différentes images, différentes époques. Et vous aussi, les médias, vous êtes aussi très friands d'images, d'anecdotes assez croustillantes autour de ces événements. Donc c'est important et c'est essentiel aussi que le sport et que les hommes aussi, que le monde sportif montre l'exemple. Je crois que c'est pour nous là une donne relativement forte
sociologiquement c'est très important, socialement c'est important, et la Guadeloupe a besoin réellement de ça pour se voir, je dirais, de saines rivalités. On va dire que le Tour de la Guadeloupe, à la fin du mois d'octobre, arriverait à point nommé pour relancer un peu l'activité sportive. Elle arrive à un moment, vous savez, vous avez Tokyo, par exemple, pour revenir un peu à des échelles beaucoup plus grandes. Vous avez bien vu que Tokyo 2020 s'est fait en 2021, donc le Tour de la Guadeloupe en octobre correspond à ce temps que nous vivons, ce temps particulier que nous vivons. Et quel que soit, je crois aussi que c'est une des forces du sport, c'est quel que soit le temps, les époques, les sportifs doivent aussi se mettre en compétition. Et ça, c'est la loi du sport. C'est vrai que c'est intéressant de voir que cette initiative est une initiative aussi d'un comité qui doit aussi montrer vis-à-vis de ses adhérents qu'il est là. Et ce soir, à travers le Grand Prix du Conseil départemental, on voit effectivement tout ce qui a été mis en place, le dynamisme, mais c'est aussi le dynamisme des hommes. Vous avez aussi même des femmes. Vous avez vu cette dame, ce commissaire qui était très attentive et qui montre aussi que c'est ça ce sont ces images-là qui sont aussi importantes à bien montrer, que derrière le Tour de la Guadeloupe, c'est pas seulement des compétiteurs qui s'affrontent, c'est une organisation, des gens qui se mobilisent autour d'une cause qui est noble. Je crois qu'il faut bien dire que la cause du sport est noble en Guadeloupe. Il faut réellement il ne faut pas que le sport se meure. Il faut réellement que le sport revive comme longtemps. Justement, vous parlez de personnes qui justement accompagnent le sport, encadrent le sport. Ce matin, donc, comme on le disait, il y avait donc ces signatures de conventions pour le contrat d'objectifs. Et Maxime Morel s'est rendu à l'espace régional du Rézé pour justement rencontrer le président Patrice Alexis qui lui était donc présent ce matin pour pouvoir signer sa convention. Patrice Alexis au micro de Maxime Morel. Cette année, depuis 2 ans, c'est un contre-objectif exceptionnel dans la mesure que tout le monde le sait avec la pandémie. Je ne pense pas que les ligues et comités fonctionnent à 100%. Le basket, par exemple, on n'a pas de compétition. On n'a pas de sortie, mais la région a bien voulu nous aider en nous octroyant un contre-objectif sur le point fonctionnement de la Ligue et l'investissement que la Ligue va faire. C'est vrai que ce contrat d'objectif de cette année va permettre à la Ligue peut-être de trouver des moyens pour aider les clubs. Et après, maintenant, c'est au club de faire devoir avec la région parce qu'on sait pertinemment que cet argent que la région nous donne, c'est pour le contrat objectif de la Ligue et non un contrat objectif pour les clubs. Donc, on sait aussi que les clubs aussi sont en souffrance, très en souffrance, dans la mesure que les partenaires vont pas jouer le jeu parce qu'il n'y a pas de compétition et la reprise sera très, 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 très dure pour les clubs. Donc, je lance vraiment un appel, un grand remerciement à la région pour ce contrat d'objectif, mais je lui demande aussi de penser aux clubs qui sont vraiment en souffrance. On aurait souhaité que le montant qu'on nous donne soit inversé, peut-être le montant du fonctionnement passe en investissement et le montant de l'investissement passe en fonctionnement. Il faut savoir que la Ligue de Guadeloupe a 3 salariés. Lorsqu'on a 3 salariés, on n'a pas d'entrée d'argent au niveau de manifestations, donc il faut qu'on revoie notre copie. Ensuite, l'argent que nous donne, ce contre-objectif que nous donne la région, il faut justifier les sommes. Donc au niveau du fonctionnement, on pourra justifier le fonctionnement, mais il faut aussi justifier l'investissement. Mais tant bien que mal, on le prend. C'est bien de l'avoir que de ne pas l'avoir. Donc maintenant, après, on fera peut-être demander une aide exceptionnelle pour le fonctionnement de la Ligue, soit à la région, au département, éventuellement à la DRAGES, de trouver d'autres fonds pour accompagner ce contre-objectif de la région qui n'est pas le contre-objectif qu'on avait l'habitude d'avoir au sujet du montant. C'est très important à le dire parce que beaucoup de gens vont penser que la Ligue va recevoir un contre-objectif avec le montant que la région nous donnait il y a 3 ans. Mais il faut savoir que ce contre-objectif, je le pense, d'après ce que disait le responsable de la région, ce ne sera pas un contre-objectif pour une saison, dans la mesure qu'il n'y a pas de compétition. Il faut bien le dire, il n'y a pas de play-off, il n'y a pas de sortie avec les Guimarois, il n'y a rien pour le moment. Mais c'est quand même profitable pour la Ligue au niveau du fonctionnement et l'investissement. L'investissement, on va faire une réunion avec le comité directeur pour savoir comment on va aider le club si
la saison démarre parce qu'il faut savoir maintenant, tout se passe par FBI. FBI, c'est un système fédéral. Il n'y a plus de licence papier. Tout est géré par les ordinateurs. Peut-être voir comment, avec le comité directeur de la Ligue, on va aider les clubs à l'acquisition d'ordinateurs par ce biais de ce contre-objectif. Justement, donc Patrice Alexis qui disait donc il faut justifier. Alors pour l'instant la saison, comme on disait, c'est sur toute une saison. Elle n'a pas vraiment démarré donc pour cette fin d'année 2021. Donc si jamais il se passe rien ou pas grand-chose. Au niveau de la région, comment ça se passe? C'est-à-dire que de toute façon, les ligues et comités doivent vous rendre compte donc, pour pouvoir bénéficier du montant total. Est-ce que du coup, il y a des réajustements qui sont faits en fonction de ce qui a été vraiment, accordé, ou est-ce qu'à la limite, ils pourront profiter d'un délai supplémentaire pour pouvoir réaliser les actions qui ont été concrètement inscrites dans la convention ou dans le projet? De toute façon, de manière sur le plan financier, d'abord il y a des avances, enfin, il y a des avances qui sont faites. Après, le solde se fait à travers la justification de factures acquittées. C'est ça, et sinon le reste sera, on va appliquer le règlement financier de la collectivité régionale. Mais c'est pour vous dire que quand même ce contrat d'objectif vient et à partir des données, enfin de ce qu'ont dit les ligues et comités. Donc si une ligue a dit qu'elle allait faire telle ou telle action, acheter tel matériel, faire tel plan de formation, c'est acté. C'est par rapport à ce qu'elle a écrit dans le contrat. Ce n'est pas la collectivité régionale qui décide de dire qu'on va à tel ou tel endroit, puisque la pandémie en tant que telle était là depuis 2 ans. Enfin, ça n'arrive pas. Et aussi, le contrat d'objectif se passe dans un plan de développement, un projet, puisque, en fin de compte, ce qui est aussi intéressant, ce que peut bien vous dire, c'est que ce qui est écrit dans ce qu'on essaie de comprendre, c'est le projet. Si le projet, tel qu'il est écrit, ne correspond pas aux actions, ça, il faut que chacun prenne ses responsabilités par rapport à ça. Donc ce n'est pas non plus, c'est pas quelque chose qui est écrit ex nihilo, c'est un document qui est assez complexe, puisque j'ai même vu, on a entendu certaines ligues qui disaient que c'était même un peu trop compliqué, mais c'est réellement, cette complication n'est pas une complication, c'est réellement des indicateurs de performance pour bien comprendre les choses. On n'est pas dans de la simplicité pour dire, bon voilà, on vient là, on écrit deux actions et on dit voilà que non, c'est réellement dans des détails comme les formations, ce qu'il va faire, le nombre de personnes qui va en déplacement à tel endroit, les résultats, puisque c'est aussi le résultat. Il faut bien dire que je vous rappelle que certaines ligues et comités ont fait des championnats, ont été dans un type de compétition nationale. C'est pas toutes les ligues malheureusement qui ont pu organiser des championnats, même si le rôle essentiel d'une ligue c'est quand même de faire un championnat. Mais il y a beaucoup de ligues qui ont quand même, quand bien même les conditions difficiles, font le championnat. Par exemple, le championnat de foot a été arrêté, les championnats de soccer ont été arrêtés, ils ont été organisés, des titres ont pu être décernés, vous avez bien pu voir au niveau du football comment ça a été fait. Et c'est toutes ces actions qui pourront être prises en compte, mais ces actions qui n'arrivent pas en septembre 2011. C'est des choses qui sont prévues à travers les comités directeurs. C'est un projet, c'est ça qu'il faut bien comprendre, et c'est que aussi on a eu pas mal d'actions sur le recentrage du projet et surtout des notions assez importantes, ce qu'on appelle les projets de développement, qui malheureusement souvent sont pensés comme one shot, un coup, c'est pas un coup, c'est un projet de développement, et comme ça fait quand même une action qui est faite depuis plus de 3 ans, on est en mesure de pouvoir dire comment telle ou telle ligue a évolué par rapport à tel indicateur qu'on peut avoir, et par rapport, il y a le nombre de licenciés, mais il y a autre chose, le nombre de formations, la qualité même de la formation, qu'est-ce qui a été formé ou pas. Alors c'est bien dire qu'on fait un plan de formation, mais bon, qui on forme, enfin le nombre de personnes qui on forme, mais quand bien même quand vous faites un voyage, ce n'est pas amener toute sa famille qui y a, c'est réellement un ensemble de cadres qui sont bien précis, le secteur médical, des athlètes surtout, c'est pas forcément pour bien. C'est un peu ces compréhensions qui existent dans le contrat d'objectif. Même si on fait un déplacement, il y a le déplacement, il y a l'encadrement, il y a aussi les résultats qu'on a eu, les résultats obtenus, et aussi tout ce qui peut aussi en découler. Et ça nous permet vraiment d'avoir quelque chose de relativement. Et si vous dites que vous avez été au championnat de France, de toute façon,
On sait que vous avez été, parce que bien au-delà de tout ça, comme le président Alexis, nous sommes dans l'aspect plus digitaux, tout peut se croiser. Et ça, on peut avoir réellement une vision plus fine du sport. Et ça, on est encore aussi en train de l'affiner, puisque le contrat de l'objectif, on nous a montré, il y a quelques détails qu'il faut quand même qu'on améliore, mais on l'améliore aussi à travers les retours. Et ce matin, justement, ça a été ces retours-là pour voir comment, de notre côté aussi, on peut l'améliorer, même à travers, même de voir comment on peut accélérer le dépôt, parce que les dépôts sont malheureusement trop lents, trop longs, et ça nous permettra aussi d'avoir un traitement beaucoup plus rapide à travers peut-être des formes digitales, mais enfin, on est en train de réfléchir à tout ça. C'est un peu ces actions qu'il faut quand même qu'on voit, mais aussi ensemble, à travers les choses. Mais il faut bien dire aussi qu'on a aussi des comptes à rendre, puisque nous avons de l'argent public, on ne peut pas non plus se permettre de ne pas rendre des comptes, puisque en général, on nous les demande. Justement, vous avez donc ce contrat d'objectif au niveau des ligues et comités, mais si un club ou peu importe l'activité souhaite également monter des projets et avoir donc une subvention plus large, est-ce que aussi, ces clubs, peu importe ces activités, peuvent aussi solliciter la région pour justement accompagner leurs projets vis-à-vis de leurs adhérents, vis-à-vis du développement du sport au sein de leur structure? Oui, mais ce qu'on appelle les programmes d'activité, c'est-à-dire qu'on a justement la dernière commission permanente, il y a eu plus de 60 000 € qui ont été votés pour l'amélioration des structures de l'étoile de Morne-à-l'Eau. Donc il y a des problèmes d'équipement, les programmes d'activité de divers types d'associations, dès qu'elles font la demande qui est instruite en fonction du budget, c'est fait. Il y a beaucoup de clubs cette année aussi qui ont demandé des bus. Accompagné dans le cadre du plan FAFA de la collectivité de la Fédération française de football. Il y a énormément de projets d'activité qui sont, dès qu'on en fait la demande, qui sont traités et on n'accompagne pas seulement que les ligues et comités. J'ai entendu le président qui disait Alexis qui disait que les clubs souffrent, on en est conscient, mais aussi il faut aussi que au niveau de la structuration, que les demandes soient faites, arrivent, qu'on les traite aussi et qu'elles soient prises en compte, tout en sachant aussi, comme je vous l'ai dit, que le sport est une compétence partagée, c'est-à-dire que quelque part, c'est aussi une affaire des collectivités, d'autres collectivités territoriales, de l'État, des EPCI, des sponsors. Enfin, il y a quand même des sponsors. C'est vrai que le secteur économique est effectivement c'est touché, mais il faut voir que les grandes firmes qui sponsorisent le sport au niveau national sont bien présentes en Guadeloupe et aussi doivent aussi à ce niveau-là jouer le jeu, comme dirait Félix Eboué, à tout le monde. Donc le financement du sport n'est pas exclusivement, même si on peut dire qu'à 99% que le sport de la Guadeloupe est financé par la collectivité régionale, mais ce n'est pas cette donne, puisque justement il y aura bientôt une conférence des financeurs qui va se mettre en place avec dans la déclinaison territoriale de l'Agence nationale du sport, c'est-à-dire le nouveau dispositif qui remplace le CNDS, qui va se mettre en place, qui n'a pas pu se mettre en place par rapport à la situation sanitaire, et qui va à une instance assez importante, qui s'appelle la conférence des financeurs, dans laquelle il y aura l'État, les collectivités territoriales, donc la collectivité régionale, le secteur privé, qui va aussi donc parler effectivement des financements, de voir aussi comment le sport sera financé. Donc ce que vous me dites là sera aussi encore mieux traité, puisque c'est une donne très importante, mais surtout traitée au niveau du niveau régional. Donc les uns et les autres auront toute leur place et aussi leur responsabilité à prendre dans ce domaine. Justement, un problème aussi assez récurrent qu'on retrouve en Guadeloupe, c'est ce problème d'infrastructure sportive où tout le monde un peu se renvoie la balle entre collectivités et aussi gros financement pour sortir justement des infrastructures suffisantes pour permettre aux sportifs guadeloupéens de pouvoir s'exprimer. Est-ce que justement, on sait que la région aussi accompagne des projets de salles qui doivent voir le jour dans certaines villes, dans certaines communes? Est-ce qu'aujourd'hui aussi, c'est une priorité pour la région de pouvoir accompagner ces projets-là? Parce qu'on sait qu'en Guadeloupe, on en a besoin justement pour permettre au sport de se développer encore. Au-delà d'une priorité, c'est une réalité. Je crois que si vous êtes dans l'actualité, vous avez vu que depuis quelques années, il y a quand même des projets assez ambitieux. Je parle au CREPS, auquel on vient de voter encore plus de 200 000 € de fonctionnement. C'est l'amélioration de la piste de dernier cri, de haute technologie.
une piste connectée, la salle d'escrime qui va bientôt s'ouvrir, mais aussi l'accompagnement d'autres projets, le gymnase de Grandbourg de Marie-Galante, au niveau de la piste aussi d'athlétisme de Trois-Rivières. Il y a dans des projets aussi qui vont aussi arriver au niveau des projets qui arrivent, donc ce n'est pas là. Et surtout, un autre projet au lieu des stades d'un espace relativement de nouveau type s'appelle la plaine de jeu de Petit Paris, qui est quand même qui sont quand même des, je parle pas de, c'est une réalité qui va continuer. Ce n'est pas du tout là, et surtout avec aussi un autre aspect aussi, l'aspect sportif, mais aussi l'aspect des parcours sportifs de santé, les P3S qui vont être rénovés. Donc les infrastructures, comme vous parlez, c'est un problème qui est pris à bras le corps. Ce n'est pas là. Je pense que ce qui s'est fait dans les 5 dernières années est énorme. Je pense qu'on peut mesurer un peu le dynamisme qu'il y a. Cependant, il y a aussi, on doit aussi maintenant faire attention à la qualité de l'infrastructure, même au niveau de la construction, c'est-à-dire qu'elle respecte aussi les normes de sécurité, les normes fédérales, et surtout à travers que les stades répondent aux conditions. On parle de CONCACAF, il y a des normes FIFA qui soient pas réellement, qui soient aussi respectées. C'est aussi tous les enjeux qu'il y a autour de l'équipement sportif. Et aussi permettre, même quand bien même c'est un équipement de proximité qui existe, répondre aussi aux normes de sécurité pour faire participer le plus grand nombre dans des meilleures conditions. Donc c'est une réflexion c'est notre réalité de l'ensemble des services. Hein. C'est quelque chose qui est pris à bras le corps, chercher les financements, mais surtout à aller dans aussi une autre problématique qui est très importante, c'est l'aspect de la gestion et de la maintenance. Il ne s'agit pas seulement que de construire, mais aussi maintenant il faut savoir aussi mettre en place une gestion saine et aussi une maintenance pérenne pour entretenir aussi les équipements, parce qu'il n'est pas tout dit de faire du neuf, mais il faut aussi maintenir ça, et aussi que l'équipement sportif en lui-même génère de la richesse concernant son utilisation. Vous avez bien vu aussi, c'est le cas des projets de la base nautique de Sainte-Anne, donc la rénovation de la piscine de Basse-Terre. Donc les projets sont là. Enfin, vous ne venez qu'à juste je crois que c'est vous qui donnez les images. Vous avez vu des choses. Donc il y a encore beaucoup à faire puisqu'on sort de très loin. Quand on voit les rapports de 2018 sur le Sénat sur l'état des infrastructures. Cependant, au-delà des infrastructures aussi, il faut bien comprendre aussi qu'il y a l'infrastructure, mais il y a aussi son usage, et aussi qu'elle soit utilisée dans le plein emploi de l'utilisation, c'est-à-dire aussi que les infrastructures, qu'il y ait une mutualisation de moyens, c'est-à-dire quelque part, quand certains usagers s'utilisent un équipement aussi, que voir un peu comment on peut, ça c'est la gestion, et aussi autre chose encore, qu'il faut de plus en plus d'équipements, je dirais, d'équipements dédiés, c'est-à-dire où, par exemple, c'est aussi les réflexions qu'on a justement avec la gymnastique, qui n'a pas de salle de gymnastique, et elle est toujours en train de pousser un peu se battre avec peut-être même monsieur Alexis, pour le basket, le volley, mais ce sont les réalités sur lesquelles on a déjà réfléchi, mais ça demande du temps, ce n'est pas non plus Paris, c'est pas fait en un seul jour, mais on en est conscient, on en discute, et aussi ça va dans une réflexion aussi de schéma d'aménagement du territoire, c'est-à-dire aussi qu'une répartition dans l'ensemble du territoire. Donc, comme vous dites, c'est pas infrastructure pour l'infrastructure, puisque souvent on dit qu'elles ne sont pas. Et quand bien même qu'elles y sont, il faudra aussi que tout le monde aussi puisse y accéder. Et aussi les usagers qu'elles génèrent aussi de l'emploi avec des gens formés, j'ai bien dit des gens formés aussi à l'emploi, que ce soit la maintenance, mais aussi les coachs sportifs qui soient aussi relativement frais. Donc, vous voyez, ce sont des réflexions que nous avons, qui sont là, mais maintenant à mettre en pratique. Mais je crois ça fait très longtemps qu'on a pris le départ pour ces actions. Un chantier encore important pour permettre justement au sport de pouvoir
rayonner encore pleinement quand on sait qu'effectivement en Guadeloupe, le sport c'est vraiment quelque chose de primordial. Il y a beaucoup de champions aussi qui émergent. Et justement, est-ce que Paris 2024 aussi va être un moteur, va être un moyen peut-être de récupérer des fonds pour pouvoir justement améliorer un peu cette situation en Guadeloupe? Paris 2024, je crois qu'il retweet récemment, il y a eu le président de la République, M. Macron, qui a dit qu'il veut que la France soit la 5e nation olympique. Donc c'est la volonté étatique. Rappelez quand même que la Guadeloupe le CREP sera centre de préparation des Jeux. On ne mesure pas tellement ce que ça veut dire en termes de gains, puisque pour rappel, il faut quand même avoir quelques rappels historiques. En 2014, on parlait toujours de base avancée, c'était les termes qui étaient employés pour, je crois que c'était la Coupe du Monde de football. On a attendu, on n'a rien vu. Enfin si, on a vu venir jouer une équipe de football, là rapidement, donc personne n'est venu. L'équipe de France n'est jamais venue jouer au football. L'équipe de France n'est jamais venue jouer au football en Guadeloupe. Pour Rio, on a dit, Rio, là, base avancée, on n'a rien vu. Là, la Guadeloupe à le CREPS et centre de préparation des Jeux Olympiques pour Paris 2024. C'est une avancée terrible. Et je pense qu'on n'a pas encore mesuré ce que ça veut dire, c'est-à-dire en termes d'attractivité du territoire et aussi ce que ça peut générer en termes de... Et c'est aussi à nous, en Guadeloupe, de pouvoir en faire quelque chose de majeur pour que cette image de la Guadeloupe à travers, pas seulement que le CREPS, mais la Guadeloupe de manière générale, puisque parce qu'on a bien pu voir aussi aux Jeux Olympiques, puisque le CREPS a quand même accueilli 2 médaillés olympiques étrangers, Zango au triple saut, médaille de bronze au triple saut, et aussi Nafissatou Thiam à l'heptathlon. Donc c'est quelque chose qui a déjà commencé. Maintenant, il faut que l'amplifier, c'est-à-dire que maintenant bonifier cela, donc améliorer les capacités d'accueil. C'est pas seulement que le CREPS, c'est aussi tout ce qui va autour. Parce que Nafissatou Thiam, c'est dans un Airbnb, je crois qu'elle est venue pour venir. Donc c'est un peu toutes ces actions qui viennent à voir. On ne mesure pas non plus que bientôt la Guadeloupe aura l'un des plus beaux hôpitaux de la zone. Donc tout ce qui va autour de la santé, mais tout ce qui va aussi de la santé, l'amélioration de la récupération de la santé sportive. Je crois aussi qu'il y a beaucoup d'atouts à ce niveau-là. Tout ce qu'il y a autour, mon ami le docteur Henri Joseph sur la nutrition, il y a beaucoup de choses à faire. Donc Paris 2024 ne doit pas être un moment qu'on doit rater, puisque après 2024, ça je m'engage à le dire, ça c'est personnel, je ne pense pas qu'en France qu'on parlera beaucoup de sport. Et si on ne parle pas beaucoup de sport, je ne pense pas que si la Guadeloupe rate ce tournant, je pense réellement qu'on va partir 100 ans en arrière. Donc les 3 années qui arrivent sont des années assez fastes pour moi, pour le sport guadeloupéen. Je suis optimiste, je crois que la pandémie va aller. Maintenant, il faut réellement aller de l'avant pour donner réellement, je dirais, un nouvel élan. Parce que la Guadeloupe, je tiens quand même toujours à le dire, que c'est une terre de champions et ça le restera. On a vu les Jeux Olympiques, on a vu la participation guadeloupéenne qui ne fait que croître en manière exponentielle. Maintenant, c'est à nous aussi, localement, d'en faire quelque chose et aussi de voir, de préparer les nouvelles générations, puisque vous n'êtes pas sans savoir que les cadres, malheureusement, s'en vont. Il y en a qui sont touchés par le Covid, qui partent même souvent dans l'anonymat. Je pense à mes amis Max des Étages, M. Yvon Caudrieux. Ce sont des grands cadres qui s'en vont et qui ne se remplacent pas. Maintenant, il faut remplacer tout ce monde pour continuer aussi à avoir, voir des nouveaux Gobert, des nouveaux Riner. Ça, c'est aussi le choix, donc à travers des installations performantes et pour maintenant aussi que les amis de Riner, les amis de Gobert puissent venir s'entraîner en Guadeloupe. Donc, il faut de la qualité, des accueils, tout ça. Donc, c'est quelque chose de très dynamique. Je pense que la Guadeloupe sportive vit un temps merveilleux. Très bien, merci beaucoup Harry Méfond en tout cas d'être venu nous parler un peu de cette politique de l'évolution au niveau de la région, de l'accompagnement dans le sport. Je pense qu'on en a beaucoup appris ce soir et j'espère que donc les ligues et comités prépareront encore mieux leurs projets
et pour pouvoir en tout cas avoir un financement au niveau de la région et puis les clubs aussi, n'hésitez pas, on vous l'a bien expliqué, l'accompagnement aussi se fait au niveau des structures sportives, donc structurez bien vos projets, c'est surtout ça le plus important pour pouvoir avoir les réponses appropriées. En tout cas, je parle sous couvert de Monsieur Méfond. Voilà, donc Sport 10 pour ce soir, c'est fini. Et donc, n'oubliez pas ce week-end donc, le Grand Prix du Conseil départemental. Et nous, donc, on se donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau numéro. Bonne soirée à vous et bon week-end.